Au baptême de ma nièce, mon oncle m'a pris à part et m'a chuchoté, « Tu ne fais pas vraiment partie de cette lignée. Arrête de faire semblant. » Le reste de la famille m'a ignoré toute la journée. J'ai donc décidé de liquider les comptes d'épargne que j'avais ouverts pour les études de leurs enfants. Le premier refus de prélèvement a frappé leur compte le mois suivant. Moi, Julien, 32 ans, j'avais toujours été le discret de la famille. Celui qui se présentait à chaque anniversaire, chaque fête, chaque baptême avec un cadeau à la main et un sourire plaqué sur le visage. Je n'ai jamais demandé grand-chose en retour, juste un sentiment d'appartenance, de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Pendant 32 ans, j'ai cru que je l'avais. Le baptême était censé être une célébration. La fille de mon frère, Manon, à peine âgée de 6 mois, portait cette robe en dentelle ridicule qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. L'église sentait l'encens et le vieux bois, et tout le monde était endimanché, prenant des photos et félicitant mon frère Thomas et sa femme pour leur belle famille. Je me tenais près du fond, observant la scène comme je le faisais toujours, présent mais en quelque sorte invisible. C'est là que mon oncle Bernard m'a trouvé. C'était le frère de mon père, un homme qui s'était toujours comporté avec une autorité qu'il ne méritait pas, comme si avoir 10 ans de plus que les autres faisait de lui le patriarche de la famille. Il s'est glissé à côté de moi pendant la réception, son haleine empestait le champagne, et s'est penché si près que je pouvais voir les capillaires éclater sur son nez. Ce qu'il a dit ensuite a fait voler mon monde en éclats. Il m'a dit que je ne faisais pas vraiment partie de la lignée, que je devais arrêter de faire semblant. Les mots sont sortis de manière désinvolte, presque amicale, comme s'il partageait une recette de cuisine ou commentait la météo. Puis il s'est éloigné, me laissant planter là avec une assiette de canapé, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai balayé la pièce du regard, cherchant mes parents, mon frère, ma sœur, n'importe qui pourrait me ramener à la réalité. Mais personne n'a croisé mon regard. Ma mère babillait devant le bébé. Mon père parlait affaires avec mon frère. Ma sœur, Chloé, riait avec nos cousins, sa main posée sur son ventre de femme enceinte. Ils m'ignoraient tous complètement, comme si j'étais un meuble qu'ils avaient fini par ne plus remarquer. Le reste de la journée s'est déroulé dans un brouillard. J'ai essayé de me joindre à des conversations, mais les gens s'éloignaient au milieu d'une phrase. J'ai tenté de prendre ma nièce dans mes bras, mais la femme de mon frère s'est soudain souvenue qu'elle devait la nourrir. Quand ils ont pris la photo de famille, quelqu'un s'est délibérément placé juste devant moi au moment où l'appareil a cliqué. Ce n'était pas un accident. C'était délibéré, coordonné, comme s'ils s'étaient tous mis d'accord à l'avance que ce jour serait celui où je comprendrais enfin ma place. Je suis parti plus tôt. Personne n'a remarqué. Le trajet en voiture jusqu'à la maison a duré 40 minutes, mais je ne m'en souviens pas. Je n'arrêtais pas d'entendre la voix de mon oncle, de revoir la façon dont tout le monde m'avait tourné le dos. Quand je suis enfin arrivé à mon appartement, je suis resté assis dans ma voiture pendant 1 heure, le regard dans le vide, essayant de comprendre ce que j'avais fait de mal, essayant de me souvenir s'il y avait eu des signes que j'avais manqués. C'est là que la colère a commencé à monter. Depuis 8 ans, je contribuais à des comptes d'épargne pour les enfants de mon frère et les futurs enfants de ma sœur. Ça a commencé quand j'ai eu mon premier vrai boulot après mes études, enchaînant les semaines de 80 heures dans une start-up de la tech qui a finalement été vendue pour une somme qui a changé ma vie. Pendant que mon frère et ma sœur cherchaient encore leur voie, vivant d'un salaire à l'autre, je construisais discrètement quelque chose pour leurs enfants. 500 € par mois sur des assurances vie distinctes gérées par un conseiller financier. Je payais de ma poche. Personne ne me l'avait demandé. Je pensais simplement que c'est ce que la famille faisait. Mon frère avait maintenant 3 enfants. Ma sœur attendait des jumeaux. Pour eux tous, j'avais mis de côté près de 400 000 €. De l'argent qui aurait couvert leurs études supérieures dans de bonnes écoles, et peut-être même un master à l'étranger s'ils étaient malins. De l'argent qui représentait des années de ma vie, d'innombrables heures de travail, des sacrifices que j'avais faits parce que je croyais qu'il fallait prendre soin des siens. Sauf que, apparemment, je n'étais pas des leurs. J'ai passé les 3 jours suivants dans un état second, fonctionnant en pilote automatique au travail, mangeant à peine, ne dormant pas. Mon esprit ne cessait de ressasser chaque réunion de famille, chaque fête, chaque moment où je m'étais convaincu que j'avais ma place. J'ai commencé à voir des schémas que j'avais ignorés auparavant. La façon dont ma mère présentait toujours les réussites de mon frère et de ma sœur, mais passait rapidement sur les miennes. Comment mon père demandait conseil à mon frère, mais jamais à moi. Les exclusions subtiles, les petits moments qui,
individuellement, ne signifiaient rien, mais qui, ensemble, peignaient un tableau que j'avais été trop aveugle pour voir. Le 4e jour, j'ai appelé mon conseiller financier. Je l'ai interrogé sur les conditions des assurances-vie que j'avais ouvertes. Il m'a rappelé que, comme j'étais le seul souscripteur et que je les avais ouvertes à mon nom, j'en gardais le contrôle total jusqu'à ce que les fonds soient effectivement transférés aux bénéficiaires. Les enfants n'avaient aucun droit légal sur cet argent. Leurs parents non plus. Je lui ai demandé ce qui se passerait si je retirais tout. Il a semblé perplexe, m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que oui, que je réfléchissais simplement à mes priorités financières. Il m'a expliqué la procédure. Il faudrait environ une semaine pour liquider certains investissements, mais les liquidités pouvaient être déplacées immédiatement. Il y aurait quelques implications fiscales, mais rien de catastrophique. Je lui ai dit de le faire. De tout retirer. Il a essayé de m'en dissuader, disant que je devrais prendre le temps de la réflexion pour une décision aussi importante, mais je n'avais jamais été aussi certain de quoi que ce soit de ma vie. Ces gens avaient clairement montré leur position. J'en avais fini de prétendre le contraire. Les formalités ont pris 3 jours. À la fin de la semaine, 440 000 € avaient été retransférés sur mes comptes personnels. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni regret, juste une sorte d'engourdissement vide auquel je m'étais habitué. Je n'ai dit à personne ce que j'avais fait. J'ai juste repris ma vie, cessé de répondre aux conversations de groupe de la famille, commencé à décliner les invitations aux réunions. Ma mère a appelé une fois pour me demander si j'étais contrarié par quelque chose. Je lui ai dit que j'étais occupé par le travail. Elle a accepté cette explication sans chercher plus loin, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'intérêt qu'elle me portait réellement. Le premier refus de prélèvement a eu lieu le mois suivant. Ma sœur Chloé a été la première à m'appeler. Elle pleurait, hystérique, disant que quelque chose n'allait pas avec le compte d'épargne des jumeaux. Elle avait essayé de vérifier le solde en ligne comme elle le faisait tous les quelques mois et le compte affichait 0. Elle pensait à une fraude, une usurpation d'identité, quelque chose du genre. Elle m'a demandé si j'avais eu des nouvelles du conseiller financier. Je lui ai dit que non. Je lui ai demandé si elle avait essayé de l'appeler directement. Elle a dit que oui, mais qu'il lui avait répondu qu'elle devait parler au titulaire du compte. Elle semblait ne pas comprendre. Elle m'a demandé si je savais qui était le titulaire du compte. Je lui ai dit que c'était moi, que j'avais ouvert les comptes, contribué à la totalité des fonds et tout géré depuis 8 ans. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Elle a demandé ce que je voulais dire par « contribuer à la totalité des fonds ». Elle pensait apparemment que ces comptes étaient une sorte de fonds familial, que tout le monde y mettait de l'argent, et que j'étais juste celui qui s'occupait de la paperasse. J'ai expliqué que non, ça avait toujours été uniquement moi. Chaque euro venait de mes revenus. Sa voix est devenue toute petite quand elle a demandé si l'argent avait disparu. J'ai dit que oui. Elle a demandé où il était passé. Je lui ai dit que c'était mes affaires. Elle s'est remise à pleurer. Elle a dit que les jumeaux devaient naître dans 3 mois, qu'elle et son mari comptaient sur cet argent pour leur avenir. Je lui ai rappelé que les jumeaux n'étaient même pas encore nés, que leurs études supérieures étaient dans 18 ans, qu'elle avait largement le temps d'économiser de son côté. Elle m'a traité d'égoïste. Elle m'a traité de cruel. Elle a dit que j'avais promis de prendre soin de ses enfants. Je lui ai dit que je n'avais jamais rien promis. J'avais fait le choix d'aider, et maintenant je faisais le choix d'arrêter. Puis j'ai raccroché. Mon frère Thomas a mis plus de temps à s'en rendre compte. Son aîné n'avait que 7 ans et il vérifiait les comptes peut-être une fois par an, au moment des impôts. C'est ma mère qui le lui a dit après que ma sœur l'a appelé en sanglotant. Il m'a laissé un message vocal de 3 minutes de rage à peine contenu. Il a dit que j'avais saboté l'avenir de ses enfants pour une offense imaginaire. Il a dit que je faisais mon cinéma et que j'étais puéril. Il a dit que si je ne remettais pas les fonds immédiatement, je le regretterais. Je ne l'ai pas rappelé. Mon père a été le dernier à me contacter. Il m'a envoyé un SMS me demandant de le retrouver pour un café. J'ai failli le supprimer, mais la curiosité l'a emporté. Je voulais entendre quelle excuse il allait me donner, quelle explication pourrait justifier ce qui s'était passé au baptême. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de chez lui. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, plus fatigué. Il a commandé un café noir et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit qu'il le savait déjà. Il a essayé de faire l'ignorant,
disant que mon frère et ma sœur étaient contrariés à cause des comptes d'épargne, mais qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je les avais vidés sans prévenir. Je l'ai interrogé sur le baptême. Je lui ai demandé s'il savait ce que son frère m'avait dit. Son visage a exprimé une émotion complexe. Un mélange de culpabilité et de défense qui me disait qu'il savait absolument tout. Il a dit que mon oncle avait bu, qu'il disait des choses qu'il ne pensait pas quand il était dans cet état. J'ai demandé si c'était vrai. J'ai demandé si je ne faisais pas vraiment partie de la lignée. Il est devenu très silencieux. Il a remué son café pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis il m'a dit la vérité. Je n'étais pas son fils biologique. Ma mère avait eu une liaison 33 ans plus tôt avec quelqu'un de son bureau. C'était bref, sans importance, une erreur qu'elle avait faite pendant une période difficile de leur mariage. Elle était tombée enceinte, et mon père avait choisi de rester, choisi de m'élever comme son propre fils. Personne en dehors de la famille immédiate ne le savait, à l'exception de son frère, qui l'avait deviné quand j'étais adolescent et n'avait jamais cessé de le rappeler à mon père. J'ai demandé pourquoi il ne me l'avait jamais dit. Il a dit qu'ils essayaient de me protéger, qu'ils ne voulaient pas que je me sente différent ou inférieur. J'ai ri à cela. J'ai demandé comment j'étais censé me sentir maintenant, en découvrant à 32 ans que toute mon identité était un mensonge. Il a dit qu'il comprenait que j'étais blessé, mais que j'étais toujours de la famille, que la biologie ne changeait rien à l'amour qu'ils avaient pour moi. Je lui ai alors demandé pourquoi tout le monde m'avait ignoré au baptême, pourquoi ils m'avaient tous traité comme si j'étais invisible. Il a semblé sincèrement confus. Il a dit que personne ne m'avait ignoré, que j'étais trop susceptible. J'ai décrit des moments précis, la photo, les conversations, la façon dont les gens m'évitaient physiquement. Il a balayé chaque exemple avec des excuses. La photo était bondée. Les gens étaient occupés avec le bébé. J'interprétais trop les dynamiques sociales normales. C'est là que j'ai compris. Ils s'étaient persuadés eux-mêmes que leur propre comportement était acceptable. Ils s'étaient convaincus que me traiter comme un étranger tout en s'attendant à ce que je fonctionne comme un membre de la famille était en quelque sorte raisonnable. Mon oncle avait juste dit tout haut la partie silencieuse, et ils étaient tous contrariés que ce mensonge confortable ait été exposé. J'ai dit à mon père que c'était fini. Il a demandé ce que je voulais dire. Je lui ai dit que j'en avais fini de jouer à la famille idéale, fini de me présenter à des événements où je n'étais pas désiré, fini de contribuer à l'avenir d'enfants qui grandiraient en apprenant, subtilement ou non, que je n'étais pas vraiment leur oncle. Il a dit que je surréagissais, que je laissais ma fierté détruire des relations qui comptaient. Je lui ai demandé si ces relations avaient jamais vraiment compté pour l'un d'entre eux. Il n'a pas eu de réponse à cela. Première mise à jour. 3 mois ont passé. Personne de ma famille ne m'a contacté, à l'exception de SMS de plus en plus hostiles exigeant que je restaure les fonds. Mon frère a menacé de me poursuivre en justice, bien que son avocat lui ait apparemment dit qu'il n'avait aucune base légale. Ma sœur m'a envoyé une photo de ses jumeaux après leur naissance avec un message disant que je ne les rencontrerais jamais si je n'arrangeais pas les choses. Ma mère a laissé des messages vocaux me demandant d'être raisonnable, de penser aux enfants. Je les ai tous bloqués. L'argent que j'avais retiré a été redistribué. Une partie est allée dans mes comptes de retraite. Une partie à des œuvres de charité auxquelles je crois. Une part importante a servi à créer une bourse d'études dans mon ancienne université pour les étudiants de première génération issus de familles non traditionnelles. Des étudiants qui, comme moi, ont dû construire leur propre sentiment d'appartenance à partir de rien. Le travail est devenu ma priorité. J'ai pris en charge de plus gros projets, j'ai voyagé pour des conférences, j'ai réellement commencé à utiliser mes jours de congé pour moi au lieu des obligations familiales. J'ai découvert que j'avais des amis, des vrais, qui appréciaient ma compagnie et n'avaient pas besoin que je prouve ma valeur par des contributions financières ou émotionnelles constantes. J'ai commencé une thérapie, ce qui m'a aidé à analyser les couches de dysfonctionnement dans lesquelles j'avais baigné pendant 3 décennies sans m'en rendre compte. La clarté était stupéfiante. Je pouvais voir maintenant à quel point ma vie avait été façonnée par ma tentative de gagner une place que j'aurais dû avoir par défaut, combien d'énergie j'avais gaspillé à essayer d'être assez bon, assez serviable, assez présent pour surmonter cette barrière invisible que j'avais sentie mais que je ne pouvais pas nommer. Le soulagement d'arrêter cette performance épuisante était immense. Deuxième mise à jour. Les vraies retombées sont arrivées à Noël. Ma mère a organisé la réunion de famille comme chaque année et a apparemment supposé que je viendrais malgré des mois de silence. Quand je ne suis pas venu, elle m'a appelé depuis la fête,
entouré de la famille, et m'a mis sur haut-parleur. Elle m'a demandé pourquoi je n'étais pas là. Elle a dit que tout le monde m'attendait. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Personne ne m'attendait. Ils attendaient la version de moi qui leur facilitait la vie. Celui qui faisait des chèques et ne demandait rien. Celui qui absorbait leur cruauté subtile et ne se plaignait jamais. Cette personne n'existait plus. Mon oncle était apparemment là. Je l'ai entendu crier en arrière-plan, disant que j'étais manipulateur, que je punissais des enfants innocents pour des problèmes d'adultes. J'ai demandé à ma mère s'il s'était jamais excusé pour ce qu'il avait dit au baptême. Elle est restée silencieuse. J'ai demandé si quelqu'un l'avait confronté à ce sujet, m'avait défendu, avait fait autre chose que de prétendre que ce n'était pas arrivé. Le silence m'a tout dit. Je leur ai souhaité de passer de bonnes fêtes. Puis j'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. 3e mise à jour. Cela fait 1 an maintenant. J'ai construit une vie qui me semble authentiquement mienne pour la première fois. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un qui vient d'un milieu familial tout aussi compliqué, et nous comprenons les blessures de l'autre sans jugement. J'ai acheté une maison, modeste, mais à moi. J'ai eu une promotion au travail qui est venue avec le genre de reconnaissance que j'avais cessé d'attendre de qui que ce soit. L'histoire familiale a apparemment changé. J'ai appris par un ancien ami commun que je suis maintenant le méchant de leur histoire. Le fils ingrat qui a abandonné sa famille pour rien, qui a cruellement retiré son soutien à des enfants innocents à cause de ses propres problèmes mentaux. Ils se sont convaincus qu'ils n'ont rien fait de mal, que ma réponse était disproportionnée et vindicative. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que j'aurais dû essayer d'avoir une conversation rationnelle pour surmonter la douleur et la trahison comme des adultes matures. Peut-être que j'aurais dû leur donner une chance de réparer les choses. Mais je repense à ce baptême et je connais la vérité. Ce n'était pas juste une mauvaise journée. C'était une fenêtre sur la façon dont ils m'avaient toujours vu. Un aperçu de la réalité que j'étais trop désespéré de vouloir intégrer pour la remarquer. Mon oncle n'a pas planté ses sentiments en eux. Il a juste exprimé ce qu'ils pensaient tous. Et quand on leur a donné la chance de le corriger, de m'inclure, de me montrer que je comptais, ils ont choisi le silence. Alors oui, j'ai tout arrêté. J'ai repris l'argent que j'avais donné librement et je l'ai redirigé vers un avenir qui m'appartient réellement. J'ai cessé de participer à une dynamique qui m'obligeait à prouver constamment ma valeur tout en ne recevant en retour qu'une tolérance conditionnelle. Certaines personnes disent que les liens du sang sont les plus forts, mais le dicton complet est que, le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de la matrice. Les familles que nous choisissons, les liens que nous forgeons à travers des valeurs partagées et un respect mutuel, cela compte plus que la biologie. J'ai choisi d'arrêter de me saigner pour des gens qui ne m'ont jamais considéré autrement que comme un donateur bien pratique. Et je ne me suis jamais senti en meilleure santé.